quand suite à une demande de Swazid, de savoir sur quoi closer, j'ai décidé de closer des processus. C'est un chantier assez vaste et on ne fera pas le tour du sujet. Il marche pas le micro? Est-ce que ça va mieux comme ça? Et en cheminant dans les notions de processus, je suis arrivé sur une idée formulée par Rudolf Steiner à l'origine de la biodynamie. Alors il y a plein de choses dans ces conférences de biodynamie, mais il y a encore énormément plus de choses dans les autres conférences. Parce qu'il y a quand même plus de 6500 conférences, que je n'ai pas toutes lues, mais on trouve toujours des choses, et des fois quand on s'y attend pas. Et au fil du temps, dans mes recherches sur les processus, j'ai trouvé une idée sur les processus émise par Steiner, qui est que tous les processus reposent sur l'interaction d'états contraires. Et il continue d'ailleurs dans cette conférence-là, qui fait partie d'un site de conférence aux ouvriers, sur la science aurait beaucoup de choses à travailler sur cette compréhension des états contraires qui génèrent des processus. Et les états contraires et la compréhension du monde d'après Steiner, ça ne se limite pas à l'aspect matériel des choses, au monde sensible, accessible aux organes des sens. Même ce monde sensible, contrairement au postulat, au dogme scientifique, le monde matériel, c'est aussi une manifestation de choses immatérielles. Donc même les substances, il faut les comprendre comme le résultat d'un processus de force. Et l'arrière-plan de ce monde sensible, Steiner appelle ça le monde suprasensible, inaccessible aux organes des sens. Mais c'est là, ce monde est organisé, organisateur. C'est à ce niveau-là qu'on va trouver les forces formatrices d'une part, et une autre notion importante qui échappe aussi à la science actuelle, une notion de force de vie. On va voir un petit peu comment on peut comprendre les idées de Steiner et essayer de les mettre en application. Et donc l'origine de la vie sur Terre, pour Steiner, ce n'est pas la version un peu postulat de la science. Le postulat de la science, c'est la vie est apparue à partir du monde minéral. On ne sait pas trop comment, on n'arrive pas trop à le reproduire. Et l'idée de Steiner, c'est que la vie ne peut pas arriver à partir du monde minéral. Il y a forcément des formes de vie préexistantes, des forces de vie préexistantes à la matière, au monde minéral. Et le monde minéral, il est apparu après. Dans un premier temps, ces forces de vie se sont différenciées, d'une part dans le monde végétal, et d'autre part dans le monde animal. Et la première différenciation, une nature plutôt végétale dans l'expansion de la plante, et une nature animale qui va être plutôt de la consommation de ces forces d'expansion, de l'intériorisation des forces de vie. Et le végétal, il va poursuivre son évolution dans un sens de dévitalisation pour fournir le règne minéral. Donc il y a une filiation du végétal au minéral, et pas à l'inverse du minéral vers le végétal. Et dans les formes animales, on peut aussi parler de l'homme. L'homme, pour Steiner, ce n'est pas un animal un peu plus évolué que la moyenne, c'est une différenciation, une intériorisation encore plus forte des forces de vie. Alors on va explorer un petit peu le chemin entre le végétal et le minéral, qui va dans un sens de dévitalisation, on pourrait dire. Et on peut voir plusieurs étapes. Le végétal le plus vivant, c'est la plante annuelle. La plante annuelle, surtout avant le stade fleur, où elle est dans pleine vigueur végétative. Les plantes déjà un petit peu moins vivantes, c'est les plantes pérennes. Avec la lignification, toute la partie du bois, c'est déjà moins vivant que la plante annuelle. Donc pour Steiner, la plante pérenne, c'est déjà l'intermédiaire vers le monde minéral.
Après, toutes les parties mortes des plantes retournent au sol pour former de l'humus. Et l'humus, c'est déjà un processus de dépérissement, donc on se rapproche encore un peu plus du monde minéral. Le sol, où l'humus ne représente qu'une petite partie du sol, le sol, on est déjà dans une fraction minérale dominante, mais encore avec une certaine activité chimique de la fraction minérale. Et après, l'évolution du sol, c'est de se transformer en sédiment, d'aller dans la géologie des roches sédimentaires. Les roches sédimentaires vont encore poursuivre leur cheminement avec le métamorphisme et même la fusion. Eh bien, toutes ces roches, ça devient du minéral de plus en plus cristallisé, de plus en plus inerte. Donc il y a un processus, d'une part, dans le domaine du sol, de dévitalisation. La terre évolue comme ça, les sols évoluent vers les roches. Après, pour avoir une agriculture qui fonctionne bien, un sol qui fonctionne, des plantes qui poussent bien, il faut un petit peu lutter contre ces tendances de dévitalisation. Et dans la plante, à partir de la floraison, elle est un petit peu moins vivante aussi. On pourrait dire aussi qu'elle se dévitalise, mais c'est plutôt la fructification, c'est une intériorisation de la vitalité. C'est une métamorphose de la croissance végétative en reproduction sexuée. Donc dans un premier temps, la plante pousse, elle utilise des forces de croissance végétative, et juste même la fabrication de la graine, c'est encore le même processus de croissance végétative un peu transformée. L'arrière-plan planétaire de ces forces de croissance, c'est principalement la Lune et les planètes associées à la Lune, Mercure et Vénus. Et ce qui déclenche la fructification, et en partie le dépérissement de la plante, sauf de la graine, c'est des forces de chaleur, des forces de l'automne, qui sont liées plutôt aux planètes extérieures, Mars, Jupiter, Saturne. Et donc, à partir du moment où la plante fabrique sa graine, notamment les plantes annuelles, toutes les forces de vie de la plante vont dans la graine, pour les plantes, pour la plupart des plantes. Et notamment, Steiner signale que la vigne ne fait pas comme toutes les plantes. La vigne ne met pas toutes ses forces de vie dans la graine. Elle est un peu spéciale, cette vigne. Elle permet de faire des produits que les autres n'arrivent pas à faire. Et la fructification que la plante, à laquelle la plante procède, qui est liée aux forces des planètes, on peut la voir encore un stade supérieur dans le monde animal. Alors ça permet de préciser un peu les concepts et le vocabulaire qu'utilise Steiner. Dans la croissance purement végétative, ces forces de croissance purement végétative, Steiner appelle ça des forces éthériques. Et les forces liées à la fructification, aux planètes, ce sont des forces astrales. Et ces forces astrales, elles existent bien sûr dans les planètes, mais elles sont aussi intériorisées dans le monde animal. Et le monde animal, c'est la contrepartie, le complément du monde végétal, mais dans un sens d'équilibre, dans un sens aussi de consommation. L'animal consomme les forces de vie de la plante. J'ai dit tout à l'heure que les substances étaient des manifestations de force. Alors c'est vrai un peu pour toutes les substances, mais les substances les plus présentes dans le monde du vivant, celles qui vont le plus intervenir par rapport aux forces qu'on vient d'aborder, d'une part c'est l'oxygène, qui pour Steiner est la concrétisation de toutes les forces éthériques. Donc l'oxygène c'est un peu un intensificateur de vie, on pourrait dire. Plus il y a d'oxygène, plus la vie se déroule vite. Et moins il y a d'oxygène, moins la vie se déroule vite. Si on ne veut pas vieillir, on peut prendre des antioxydants. Mais au lieu de les prendre sous forme de cosmétiques, le mieux c'est quand même du vin rouge biodynamique, avec modération. Et la substance qui est la concrétisation de toutes les forces astrales, c'est l'azote. Donc les deux substances les plus importantes dans le vivant, après le carbone, on va voir un petit peu le cycle du carbone, c'est l'oxygène et l'azote. L'oxygène qui intensifie de la vie et l'azote qui va dans le sens de
consommer de la vie, comme le monde animal. Alors l'oxygène et l'azote s'expriment à travers des chaînes de carbone. Et entre le monde végétal et le monde animal, il y a aussi une complémentarité dans l'utilisation du carbone. Le monde végétal, c'est celui qui fabrique vraiment de la matière, qui incorpore de l'énergie à partir d'un carbone totalement dépourvu d'énergie. Toute la plante fait sa substance sans se nourrir, comme les animaux, à partir du gaz carbonique, qui est un carbone totalement oxydé, qui ne contient plus d'énergie du tout. Elle arrive à le faire grâce à l'énergie lumineuse qu'elle utilise avec la photosynthèse. Donc le cycle végétal, c'est incorporer de l'énergie dans de la matière carbonée. Et à la mort de la plante, quand la plante retourne au sol, eh bien la plupart des organismes dans le sol sont aussi un peu de nature animale. Eux, ils ont besoin d'une source d'énergie. Ils vont déconstruire cette matière produite principalement par le monde végétal dans une optique de récupérer de l'énergie. C'est-à-dire le carbone, ce n'est pas une fin en soi, c'est avant tout une source d'énergie. Après, cette déconstruction n'est jamais intégrale. Il reste toujours du carbone, notamment cette fameuse lignine et les molécules associées à la lignine, les cires, les écorces, les lièges et tout ça, qui ne sont très difficilement décomposables. Donc il reste du carbone riche en énergie, mais une énergie non récupérable par le vivant. Alors au niveau du sol, on est un petit peu à la frontière entre le monde du vivant et le monde non vivant. Et c'est principalement de la matière minérale, avec plus ou moins de matière organique. Alors le monde minéral, on peut dire qu'il est mort, mais il a quand même encore une activité un peu vivante, on pourrait dire, qui est sa capacité de réaction chimique. Et toute la chimie, c'est aussi très mystérieux, la chimie, quand on y réfléchit. Il y a des réactions chimiques qui se font sans intervention d'organismes vivants. Donc il y a tout un domaine qu'on peut appeler de la géochimie, qui va faire que les sols sont plus ou moins fertiles, que les plantes poussent plus ou moins bien. Il y a des formes de géochimie qui sont favorables à l'expression des plantes, au fonctionnement du sol, et des formes de géochimie qui, plutôt, empêchent le fonctionnement du sol. Et en face de ça, on a une activité du vivant, à partir des plantes, des racines, et de tous les organismes qui vivent dans le sol, qui, eux, font des réactions aussi chimiques, qui vont se traduire par des transformations chimiques, mais liées à l'activité du vivant. Donc il y a toujours un peu un rapport de force entre de la biochimie et de la géochimie. Des fois, ça va dans le même sens, et des fois, ça ne va pas dans le même sens. Et en fait, les processus en jeu, c'est d'une part des phénomènes de mobilisation des éléments minéraux ou organiques qui deviennent de plus en plus faciles à utiliser par l'activité microbienne, ou des phénomènes d'immobilisation. Et là, c'est le contraire. Plus ça va dans l'immobilisation, moins les éléments sont faciles à utiliser et moins le sol est fertile. Alors on va développer après dans les phénomènes d'immobilisation, notamment dans les sols du Jura et d'ailleurs. Le champion de l'immobilisation s'appelle le calcaire. Le calcaire, notamment le calcaire actif, il fait beaucoup de tendance à l'immobilisation. Et pour améliorer la vie des plantes, il faut remettre un petit peu de mobilisation dans les sols qui font de l'immobilisation. Alors la notion de transformation du monde minéral, elle est quand même relativement limitée. La vie du minéral est limitée dans le sens où le minéral n'a aucune autonomie. Le minéral, il va toujours se mettre sous une forme stable par rapport aux conditions de milieu. Et il ne peut se transformer, s'oxyder, se transformer, se recombiner, que s'il y a un changement dans les conditions de milieu. Donc, si une roche, par exemple, l'altération de la roche, au contact de l'air, les minéraux vont se transformer à cause des conditions de milieu qui changent.
Et il devient mobile dans un premier temps, mais il va finir par devenir de plus en plus immobile parce qu'il devient de plus en plus conforme aux nouvelles conditions de milieu. Donc la vie du sol, la fertilité du sol, c'est le moment d'instabilité des minéraux. Quand les minéraux sont trop stables et il y a une stabilité qu'on appelle continentale, les sols deviennent de moins en moins fertiles. Mais là, le processus, il va dépendre des conditions extérieures. La vie végétale, c'est aussi un processus dans le temps, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, et qui se déroule avec en arrière-plan des substances minérales qui influencent le devenir de la plante. Les deux substances qui influencent le plus le devenir de la plante, c'est un peu le point de départ des conférences sur la biodynamie, c'est le calcium et la silice. Et ce calcium, il va s'exprimer d'une part dans le calcaire, la tendance immobilisante du calcaire, et la plante, elle doit un petit peu lutter contre la tendance immobilisante du calcaire pour avoir du calcium à sa disposition qui lui permet de se développer, d'assurer sa croissance, son rendement. Et il y a beaucoup de problèmes de manque de rendement en agronomie, même en dehors de la biodynamie, par manque de calcium. Et l'arrière-plan de ces forces de croissance liées au calcium, c'est encore une fois les forces de la Lune. Les forces de la Lune qui ont besoin d'eau pour être efficaces. Donc d'un côté, le calcaire, c'est la substance la plus immobilisante. De l'autre côté, avec la silice, on a des formes de silice pas trop immobiles, que les végétaux peuvent absorber, et une forme de silice totalement immobile, qui est le quartz. Le quartz, c'est pratiquement la substance la plus immobile de la planète, qui n'a pratiquement aucune activité chimique. Et donc, même la plante ne peut pas prendre du quartz. Par contre, le quartz, on va pouvoir s'en servir avec notamment les préparations biodynamiques, parce qu'on va faire des choses qui permettent de faire ressortir les forces du quartz. Mais le quartz lui-même, la plante ne peut pas s'en servir. La plante va intégrer des formes de silice mobiles, qui sont surtout de l'acide silicique, de l'opale, des silicates. Il y a plusieurs formes de silice mobile que la plante peut utiliser, mais le quartz, c'est la forme la plus immobile. Et la silice mobile que la plante absorbe, elle l'immobilise à l'intérieur d'elle, elle fait un peu des pierres de silice, on appelle ça des phytolithes, c'est ce qui permet à la plante de se structurer. Et c'est des pierres qui restent, on les utilise en archéologie, ces phytolithes, tellement c'est stable. On peut les retrouver 2000 ans après, quand la plante a totalement disparu. C'est des cristaux typiques de chaque plante. Donc ces forces liées à la silice qui permettent la structure, la fructification, elles ont besoin plutôt des forces de Saturne et de chaleur pour s'exprimer. Alors le processus végétal, Jean-Michel a insisté là-dessus, il ne dépend pas que de la Terre, il est toujours entre la Terre et le cosmos. Et notamment quand on voit la forme des sarments de vigne, mais aussi de beaucoup de fleurs, elles sont toutes tournées vers la verticalité et le cosmos, on ne peut pas expliquer ça par des lois purement matérielles. Donc bien sûr que la plante dépend un petit peu des substances du sol, elle en a besoin pour fabriquer de la matière, mais elle s'oriente dans un champ de force cosmique et la vitalité de la plante, elle ne vient pas du sol non plus, elle ne vient pas de la substance des tréfonds de la Terre, elle vient des forces de la périphérie. Toutes ces forces éthériques, elles ne sont pas à l'intérieur de la Terre, elles viennent de la périphérie. Et elles vont dans le sens de la lévité. Ces forces, les corps de vie ne subissent pas la gravité. Les forces physiques, le corps physique subit la gravité, mais les forces de vie sont dans la lévité. Et pour retrouver cette lévité, ce qui va faire le fonctionnement de la plante,
c'est un terme qui va faire hurler Jean-Michel, le fonctionnement de la plante, mais ce qui permet à la plante d'aller vers la fructification, l'élément le plus important pour ça, c'est l'azote. C'est l'azote qui est l'élément, on pourrait dire, le plus cosmique, qui va permettre à la plante de se connecter au cosmos. Et à l'inverse, on pourrait dire que le carbone, c'est l'élément le plus terrestre. Donc c'est très important de comprendre comment l'azote agit, quelles sont les formes d'azote, les quantités, les sujets qui ont été abordés un petit peu tout à l'heure, les calendriers d'apport pour que la plante se connecte au cosmos et aille jusqu'à la fructification. L'influence terrestre, l'influence cosmique, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites là-dessus. L'influence terrestre, c'est de la forme, de la substance. Ça se voit surtout dans les feuilles, dans les fruits, dans les racines fasciculées. Alors que l'influence cosmique, c'est plutôt de l'orientation, de la structure. Ça se voit surtout dans la verticalité, dans les tiges, la racine, la graine aussi. Et ça va faire des racines plutôt pivotantes pour l'ensemble des plantes. Et cette influence cosmique, un peu la dématérialisation, l'intériorisation des forces végétatives aussi, elle se traduit par la fabrication des couleurs, des arômes. Si la plante est trop végétative, elle est tellement confortable qu'elle ne fait pas trop de couleurs, trop d'arômes. Il faut qu'il y ait un peu une dévitalisation, un stress qui peut être climatique pour que la plante se mette à faire des couleurs, des arômes. Alors dans la notion de fumure, ça ne concerne pas trop la biodynamie, notamment l'azote, on ne peut pas. Les conférences de Steiner, c'était le début de l'utilisation de l'engrais chimique, de l'azote de synthèse, et automatiquement cet azote mort ne peut pas améliorer la vie du sol, ni la qualité de la plante, des aliments qu'on peut en tirer. Donc il faut raisonner, la première indication qu'on peut en tirer, c'est que l'azote, il faut de l'azote vivant qui vient des substances organiques ou qui soit transformé en azote vivant par les processus de fixation de l'azote de l'air. Et le besoin d'azote, un petit peu en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement un besoin limité, qualitatif, à cibler selon le degré de vitalité du sol. Et Steiner donne quelques indications de sols peu vivants. Alors ces sols peu vivants, il en parle d'ailleurs dans la 7e conférence de cours aux agriculteurs, en parlant des sols forestiers. Parce que l'arbre, le tronc, c'est de la terre surélevée, mais du coup, le sol au bas du tronc, il est un petit peu appauvri en force de vie. Et ces sols peu vivants, on les reconnaît à l'abondance, à la présence des larves. C'est-à-dire tous les petites bêtes qui servent à la décomposition de la litière forestière, qui ont une utilité dans ce cas-là, signifie que le sol n'est pas très vivant. On les retrouve dans les litières, dans les friches, dans les vieux enherbements. On a cette tendance à avoir des larves en tout genre, des taupins, des blanules, des arbres. Enfin, il y a toute une catégorie, une panoplie de petites bêtes utiles pour manger des matières coriaces, mais un petit peu embêtantes quand on veut cultiver des plantes qui font des petites racines jeunes et tendres. Parce que ces larves habituées à la dure, quand elles voient des petites racines bien tendres, elles préfèrent nettement que la matière coriace. Et on a souvent des problèmes dans les défriches, dans les replantations, dans la déforestation. Si on ne fait pas attention, on croit que le sol est disponible pour la nouvelle culture et il est un petit peu habité par des hôtes indésirables. Et à l'inverse, on peut avoir des sols excessivement vivants, où là, il faut plutôt éviter de mettre de la fumure. Ces sols excessivement vivants vont être révélés par l'abondance des vers de terre.
Alors ces vers de terre, c'est aussi très à la mode, même dans l'agronomie conventionnelle. Actuellement, on n'a plus tellement d'études ou de financement pour faire des études, pour faire des rendements, mais pour compter les vers de terre, là, on peut assez facilement trouver des financements. Mais il y a un petit quiproquo avec les vers de terre. On pense toujours que c'est le ver de terre qui augmente la vie du sol. Alors que le ver de terre, c'est un régulateur de la vie du sol. Il consomme de la vitalité, et dans ce sens-là, il est très utile. Et je précise tout de suite que je n'ai rien contre les vers de terre, parce que souvent on m'accuse d'être un exterminateur de vers de terre. Je suis tout à fait de l'avis de Steiner que le ver de terre régule le fonctionnement du sol. Et il permet d'avoir des plantes en meilleure santé, parce que l'excès de vitalité du sol est une des causes principales des maladies des plantes. Par contre, ça dépend des conditions de milieu, des types de sol. Et il ne faut pas forcément chercher à augmenter les vers de terre pour augmenter les vers de terre, quoi. Parce qu'il n'y a pas de corrélation avec l'état de la plante, la qualité et le rendement de la plante. Et en dehors des sols vraiment fertiles, il y a beaucoup de vitalité naturelle. Il faut, notamment en activité agricole, c'est un petit peu différent du milieu naturel. Et la fumure se justifie, une fumure un peu pondérale, qu'on va compléter par des stimulants. Pardon, c'est difficile à gérer le micro, mais... Il faut donc gérer une fumure la plupart du temps à dose pondérale, qui est justifiée dans la mesure où on veut faire des récoltes qui enlèvent des forces de vie au sol. Et cet entretien de la vitalité, c'est une phrase dans la 4e conférence qui paraît un petit peu compliquée, mais qui donne de la subtilité. Toute la subtilité paysanne de la compréhension de la fertilité du sol. Non. Ça va mieux dans la salle? Moi, c'est un peu horrible pour mes oreilles, mais... En fait, c'est toute la juste compréhension de la fumure. Et on va voir à l'inverse que des fois, si on la comprend mal, on n'optimise pas la vie du sol. Alors il y a plusieurs cas de figure. On n'optimise pas la vie du sol si on ne restitue pas suffisamment d'apport. Si on met rien, pendant un temps ça peut marcher, mais ça marche en consommant le capital, quoi. Donc ça marche en général pas très longtemps. Il y a des sols fertiles, mais il y a une limite à la notion d'auto-fertilité de l'ensemble des sols. Tous les sols n'ont pas le même niveau de fertilité. Et la végétation spontanée n'est pas toujours suffisante, même si on la gère. Des fois, il vaut mieux implanter des engrais verts, des légumineuses, des céréales, des choses comme ça. Et après, même en dehors de l'engrais vert, faire une véritable fumure. Après, on peut faire des apports, mais qui ne marchent pas non plus, parce qu'ils sont déjà décomposés. C'est parce qu'il faut que les déchets organiques dont parle Steiner arrivent à un degré de décomposition suffisante dans le sol. Si les produits qu'on amène sont déjà décomposés, ils ne peuvent plus alimenter la vie du sol. Et ça, c'est le problème des composts trop mûrs. Quand on dit que le taux de matière organique améliore la vie du sol, la structure du sol, c'est toujours un peu indirectement que ça se passe. Ce qui entretient l'activité du sol et la structure du sol, c'est l'activité biologique et pas le carbone stable. Après, un autre écueil qu'on rencontre aussi dans la nature, c'est des apports trop difficiles à décomposer. Et là, ils ne sont pas forcément trop compostés, mais ils sont tellement difficiles à décomposer qu'ils ne nourrissent pas suffisamment l'activité biologique du sol. Et du coup, ces apports trop difficiles à décomposer vont favoriser les petites bêtes dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appellent des larves, des taupins, des vers blancs, etc. Donc on peut faire une superbe litière, très vivante, mais qui va causer des gros problèmes, notamment sur les jeunes plantations,
on peut avoir des destructions totales de jeunes plantations si on met des apports qui favorisent la vie des larves. Et après, bien, même si on fait une super fumure, c'est comme le bon vin, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Si on en met trop, on peut rendre le sol trop vivant. Même aller jusqu'à dépasser les capacités de régulation des vers de terre. Et à ce moment-là, on augmente les problèmes, les risques de maladies sur les cultures. Donc il y a un équilibre à gérer, et c'est pour ça qu'il y a la subtilité dont je parlais, c'est la bonne dose au bon moment sous la bonne forme. Et après, dans l'équilibre entre la vitalité plutôt terrestre et la structuration cosmique, c'est là où il peut y avoir une limite à la fumure purement végétale. Le plus équilibré, sous les formes d'énergie éthérique et astrale, c'est plutôt du fumier. Du fumier à condition de le gérer pour garder ses forces éthériques, ses forces astrales. Alors, ces forces éthériques, ces forces astrales, elles ne sont pas directement visibles dans la fumure. Elles ne sont pas mesurables par des analyses de laboratoire. Alors, c'est pour ça que Steiner dit qu'il faut développer une relation personnelle avec la fumure, être capable de ressentir si la fumure, le fumier, contient des forces de vie ou pas, à quel moment il faut le mettre, quelle dose on met, etc. Il y a une technique qui est issue de Steiner aussi, qui permet de visualiser un peu ces forces de vie, qui s'appelle les cristallisations sensibles. Alors les cristallisations qu'on appelle sensibles, c'est un tout petit peu abusif parce que quand le minéral est totalement cristallisé, il n'est plus sensible du tout. C'est pendant la cristallisation, la recristallisation du minéral dissous, qu'il a une sensibilité, une capacité d'absorber des forces de vie. Mais une fois qu'il est totalement cristallisé, il est inerte. Et on peut avoir des images, par exemple un fumier de stabulation libre, de bovin à viande, là, sur cette image-là. Un fumier frais, ce n'est pas un organisme. Un organisme dans les cristallisations sensibles, ça se reconnaît surtout au fait qu'il y a un seul centre. Et ce fumier frais, il y a beaucoup de centres, on pourrait dire qu'il y a autant de centres qu'il y a de vaches dans le troupeau peut-être. Si on fait une image d'une seule bouse de vache, on a une image avec un seul centre. Un fumier frais, c'est un truc bouillonnant avec plein de centres. Mais c'est quelque chose de vivant, mais pas organisé au sens d'un organisme vivant. Après, un compost parfaitement stable fait avec beaucoup de bois, comme on trouve dans les déchetteries, eh bien là, c'est un produit unifié, mais un produit unifié qui n'a plus de force de vie, qui a une structure squelettique qui ne peut plus, qui n'est plus capable de donner de la vie au sol. Et là, dans le compost de déchetterie, on cumule deux problèmes, le trop coriace et le trop stabilisé. Mais le fumier frais n'est pas au stade idéal pour entretenir la vie du sol. Et c'est pour ça qu'il faut faire un compostage, mais que le compostage garde un petit peu les forces de vie du fumier. Et si on attend trop longtemps, quelles que soient les matières premières, on arrive à du compost mûr qui est trop stable. Parce qu'il va y avoir une vie dans le compost, mais la vie du compost, c'est une vie aussi un peu de nature animale qui consomme de la vitalité et qui en redonne toujours un petit peu moins qu'elle en consomme. Donc il faut c'est intéressant de composter dans la phase pré-digestion, on pourrait dire. Dans la phase pré-digestion, il y a une libération d'énergie, les substances deviennent plus mobiles. Alors il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur, mais après dans la phase de stabilisation, eh bien on a utilisé les substances devenues mobiles, il reste que les substances immobiles. Donc le compostage devient un processus de stabilisation trop fort.
Et même dans la fin du compostage, une partie de l'énergie qui avait été libérée à un moment donné est recyclée pour essayer d'attaquer les matières plus stables. Et ça, on le voit au niveau des... Si on fait des suivis avec les cristallisations, mon fumier frais est un produit qui n'est pas unifié. Après un mois de compostage, on arrive à un produit unifié qui contient des forces de vie, qui est capable de donner de la vie au sol. Et après, plus on attend, plus on va aller dans le sens de la stabilisation. Et là, au bout de 10 mois, c'est une image différente des composts avec des produits ligneux, mais c'est un produit déstructuré qui n'a plus aucune vitalité. Et donc il y a un début de compostage qui est impératif. Après, selon la vitalité du sol, on a une petite fourchette qu'on peut situer entre 1 et 3 mois par là. Après, au bout de 3-4 mois, le compost acquiert d'autres propriétés, mais des propriétés plutôt de régulation de la vie du sol. Il peut même avoir des effets anticryptodamiques, mais il a perdu son potentiel de fertilité. Alors, les processus les plus spécifiques de la biodynamie, ça s'appelle les préparations dynamisées. Alors, il y a 2 catégories de préparations. Des préparations qui sont dynamisées, la bouse de corne et la silice de corne, et puis des préparations du compost qui agissent de manière encore différente, qui ne sont pas dynamisées. Alors là, on prend une substance, mais pas pour agir à dose pondérale, pour faire ressortir les forces de la substance. Et cette substance, qui peut être de la bouse ou de la silice, c'est déjà une concrétisation de force suprasensible. On leur fait subir une préparation, on les met dans des cornes, on les enterre, on obtient un produit plus ou moins stable. Mais là, la stabilité du produit n'est pas un problème en soi, parce qu'on ne l'utilise pas dans une logique chimique, nutritionnelle. On va l'utiliser dans une logique d'homéopathisation, de dynamisation. Donc la dynamisation va permettre de faire ressortir des forces. Et là, on n'agit plus à dose pondérale, on réagit au niveau du suprasensible. Donc, mais pour que le processus agisse, il faut la dynamisation. De la silice, le quartz, il est tellement inerte que là, si vous vous semez des graines dans du quartz, ça ne va rien faire. Mais même dans de la bouse de corne pas dynamisée, ça n'a pas spécialement de fertilité. Alors que une fois qu'elle a été dynamisée pendant 1 heure, etc., elle donne un potentiel de vitalisation des cultures. Donc la dynamisation, c'est un sujet qui mériterait un colloque en entier peut-être. Mais il y a plein de subtilités, de travail à faire dans cette qualité de dynamisation. On peut aussi avoir des images. Cette bouse de corne, elle stimule la vitalité, les forces éthériques, on pourrait dire. Et la silice, elle a l'effet inverse, un effet comme la lumière, ce que disait Jean-Michel, un effet de découpage des feuilles, de sculpture des feuilles. Et du coup, c'est une intensification de lumière au même sens que le soleil qui va faire des feuilles de plus en plus découpées, mais qui est le contraire d'un processus végétatif. Et on peut le voir aussi, j'avais oublié une petite flèche, on peut le voir aussi avec des cristallisations. Une bouse de corne dynamisée, c'est vraiment un processus d'expansion, un processus centrifuge. Et une silice dynamisée, c'est l'inverse, un processus de dématérialisation, on pourrait dire. Alors les autres catégories de préparation, alors ces préparations biodynamiques ne remplacent pas la fumure de base, c'est un complément de la fumure de base. Il y a une action à l'échelle pondérale, au niveau pondéral avec la fumure de base, et une action immatérielle, spirituelle avec la bouse de corne et la silice de corne. Et donc il y a une deuxième catégorie après de préparations biodynamiques qui sont celles pour le compost. Ces préparations pour le compost sont peut-être encore plus mystérieuses que la bouse de corne, la silice de corne. Elles agissent
on leur fait subir aussi il y a une élaboration, mais elles agissent sans être dynamisées. Elles agissent directement par rayonnement. Alors j'ai pris un exemple, mais j'ai fait des observations sur les 6 préparations. Par exemple, le pissenlit, la plante sèche, avant qu'elle serve pour l'élaboration de la préparation à base de pissenlit, ça donne une image qui est assez forte. Mais après être associée à l'organe animal, avoir séjourné un hiver dans le sol, elle a subi une évolution qui va dans le sens d'une fructification, d'une animalisation, on pourrait dire. Donc la simple, entre guillemets, exposition aux forces cosmiques pendant l'hiver, ça continue de faire un processus où les forces du pissenlit vont encore être plus performantes, on pourrait dire. Et ces préparations, après, quand on les met dans le compost, on les dynamise pas, elles agissent, dit Steiner, par rayonnement. Il suffit de les enfoncer un petit peu dans le tas pour que ça rayonne dans tout le tas. Alors il y a eu des expérimentations sur cet effet de rayonnement qui est difficile à comprendre, en mettant des préparations dans des tubes de verre à côté d'assiettes de graines de blé à germer. Et la simple présence d'une préparation d'un tube de verre modifie le taux de germination des graines de blé. Alors les processus agissent dans le temps. Il y a des processus dans la vie de la plante, dans la vie de l'année. Donc il y a des phénomènes ascendants avec le printemps, la lune ascendante, le matin dans la journée, et des phénomènes descendants. Il y a des actions cycliques. Donc là aussi, certaines actions seront beaucoup plus efficaces si on va dans le même sens que le processus naturel. Et à l'échelle de l'année, les processus de vie se déplacent un petit peu comme entre le sol et la plante. À tel point que le Steiner dit que la Terre est plus ou moins vivante selon la saison. Et dans l'été, c'est la plante qui pousse, qui est vivante. Et par contre, la Terre, elle s'est un peu déchargée de sa vitalité. Elle rentre en sommeil. Elle est encore vivante, mais elle est moins vivante à l'état de sommeil qu'à l'état éveillé. Et l'hiver, c'est un petit peu l'inverse. L'hiver, c'est la plante qui rentre en repos végétatif, ou qui meurt carrément pour la plante annuelle. Et par contre, la terre devient éveillée. Donc il y a une activité presque consciente. La terre est plus éveillée l'hiver que l'été. Et cette activité, Steiner signale que les minéraux deviennent de plus en plus vivants et acquièrent des qualités particulières pour la croissance des racines. Notamment à partir de novembre, jusqu'à partir le pic de cristallisation des minéraux, c'est entre le 15 janvier et le 15 février. Alors une fois qu'ils sont cristallisés, c'est comme ils ont perdu leur sensibilité, mais dans la phase de cristallisation, de début de cristallisation, et dans la phase de décristallisation, les minéraux deviennent de plus en plus actifs, utiles pour la vie des racines. Alors cette vie du sol et de la plante qui peut bouger avec la météo, avec les saisons, c'est un petit peu le problème des plantes pérennes et des arbres. Avec le tronc, toutes les forces de la vie du sol montent dans la couronne de l'arbre. C'est les branches de l'année, avec les feuilles vertes, sont un petit peu une colonie de plantes annuelles sur une butte très élevée, mais toutes les forces de vie du sol sont aspirées dans cette couronne de l'arbre. Et du coup, c'est ce qui permet la présence des larves dans le sol. Le sol, en dessous, est appauvri en force de vie. Donc ça, c'est le constat que j'ai fait dans la 7e conférence. Après, on peut avoir, dans les pratiques actuelles, en dehors de la biodynamie, il y a des choses qui deviennent très à la mode sur le sol vivant.
Même chez les céréaliers conventionnels, tout le monde veut faire du sol vivant. Mais dans un sens, c'est bien mieux que le sol non vivant de l'engrais chimique. Mais après, on peut devenir trop polarisé sur le sol vivant. Et à ce moment-là, on peut avoir l'effet inverse. On a un sol qui devient tellement vivant qu'il peut pénaliser la vie de la plante. Et c'est là que j'ai vu plusieurs fois des céréaliers qui ont tout fait pour avoir du sol vivant, qui ont augmenté les vers de terre, mais même en conventionnel, qui perdent du rendement. Donc la vitalité du sol, la vitalité de la plante, il y a des interactions entre les deux, mais c'est pas plus le sol est vivant, mieux c'est pour la plante. Il y a un équilibre à gérer. Et dans la vitalisation du sol et de la plante, peut-être que c'est la plante qui met plutôt de la vie dans le sol que le sol qui met de la vie dans la plante. Alors dans mes lectures steinériennes, j'ai trouvé une autre conférence dans un des cycles pour les ouvriers, où Steiner justement explique le rôle du cambium, les échanges entre ce qui se passe dans l'arbre et dans le sol. Et donc il parle de la sève du sol, la sève brute, ce suc terrestre. S'il n'existait que ce suc terrestre, les plantes ne pourraient pas être vivantes. Elles ressembleraient toutes à des souches desséchées, mortes vers le haut. Et il y a donc un courant ascendant, cette sève brute, mais il y a aussi un courant descendant. Et c'est le courant descendant des forces de la périphérie qui donne de la vie à la plante, et c'est la plante finalement qui met plus de vie dans le sol que le contraire. Donc il y a un échange, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, mais c'est pas totalement symétrique. La sève brute n'est pas l'équivalent de la sève élaborée. Et il y en a une qui est plus vivante que l'autre, et la plus vivante, elle descend, c'est celle qui descend, pas celle qui monte. Voilà, c'était peut-être un petit peu décousu, c'était un peu une exploration de différents phénomènes dans la notion de processus. Ces processus, pour reprendre l'idée que développait Jean-Michel, avec la citation de Valéry, qui sont des mystères du temps. Mais les processus, ils sont multiples, complexes. Il faut savoir comment on les gère. Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on veut les orienter? En profiter avant que ce soit stable ou pas? Il y a plein de questions à se poser. Et on ne s'en sert pas toujours de la même façon. Donc c'est vraiment compliqué. Et le problème du processus, c'est qu'on ne le voit jamais. On voit des phases. Et même si on arrivait à le filmer en continu, ce qu'on voit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas ce qui génère le processus. Donc la seule façon d'approfondir cette compréhension du processus, c'est aller explorer, améliorer sa compréhension du monde suprasensible. On ne peut pas comprendre le processus en restant dans le monde sensible, parce qu'on n'en voit que la partie émergée. Il faut aller dans le monde suprasensible, essayer de suivre les indications de Steiner. Et la formule qui peut résumer ça, je l'ai empruntée à Saint-Exupéry: l'essentiel, le suprasensible, est invisible pour les yeux. Donc il faut aller à l'essentiel pour essayer de comprendre le processus. Voilà. Merci pour votre attention.